OK. Hier, c'était les phases de développement d'un logiciel. J'espère que vous me suivez. Nous avons dit que l'approche traditionnelle de développement d'un logiciel comprend les phases de pré-analyse, les phases de spécification du logiciel, la phase de conception, la phase d'implémentation, la phase de test et la phase de maintenance. Donc, nous allons détailler le contenu de chacune de ces phases. La phase de pré-analyse, nous avons dit que c'est la phase où vous répondez à la question pourquoi faut-il réaliser le logiciel. Et durant cette phase, vous devez faire une étude pour voir s'il y a des meilleures alternatives qu'il faudra adopter. Et quels sont les moyens qu'il faut mettre en œuvre pour le développement du logiciel. Donc, durant cette phase, on fait une définition générale du problème. Le plus souvent, si vous présentez déjà l'existant, c'est déjà une bonne phase de pré-analyse que vous avez faite avec l'étude des solutions existantes. Et vous dites pourquoi est-ce que ces solutions existantes ne répondent pas à ce logiciel que vous souhaitez créer. À la fin de cette phase de pré-analyse, une décision sur la nécessité de créer le logiciel ou pas doit être présentée. Donc, on présente un rapport d'analyse préliminaire qui énonce les spécifications techniques, administratives et financières du but, des besoins, de la portée et des limites du projet, ainsi que ses relations avec d'autres projets. Par exemple, s'il fait partie d'un sous-système, vous devez spécifier ses relations avec les autres éléments du système. La phase d'analyse ou la phase de spécification, cette phase comporte deux étapes. Elle se fait en deux étapes. Durant cette phase, vous répondez à la question « quoi ?» en faisant une analyse des besoins. L'analyse des besoins permet de définir quelles sont les fonctions à réaliser. On parlera plus tard des besoins fonctionnels et des besoins non fonctionnels. Okay. Donc, dans le cahier de charge, vous pouvez spécifier ces besoins. Donc, l'analyse des besoins va préciser les fonctions à réaliser par le logiciel. On analyse les besoins de l'utilisateur ou du système englobant et on définit ce que le logiciel devra faire. Donc, les besoins de l'utilisateur, tels qu'énoncés par l'utilisateur, sont précisés dans cette phase d'analyse de besoins. On définit les qualités fonctionnelles attendues en termes de services offerts. C'est là où vous listez les grandes fonctionnalités de votre système et les qualités non fonctionnelles. Okay? Donc, comme je disais, vous précisez les besoins fonctionnels et les besoins non fonctionnels. Donc, en besoins fonctionnels, ce sont les besoins utilisateurs. Donc, les besoins fonctionnels sont directement liés aux besoins utilisateurs. Pour une caissière, quels sont ses besoins, peut-être pour un comptable, quelles sont les actions qu'il va réaliser dans le système. Si en UML, on représentait cela sous forme de diagramme de cas d'utilisation. Okay? Donc, vous pouvez faire usage de vos connaissances en UML pour représenter cette analyse des besoins-là. Donc, les besoins non fonctionnels, ce sont les besoins comme l'efficacité, la sûreté, la sécurité, la facilité d'utilisation, tout ça, ce sont des besoins qui sont non fonctionnels. Okay? L'utilisateur ne va pas tellement se rendre compte si vous avez une sécurité, peut-être si vous utilisez MD5 ou bien vous utilisez SHA-1, ce sont les algorithmes de hachage. Donc, peu importe l'algorithme de hachage que vous allez utiliser pour augmenter votre sécurité, l'utilisateur n'est pas directement concerné par ce détail. Donc, du coup, c'est un besoin non fonctionnel, mais qui permet juste d'augmenter la sécurité de votre application. Donc,
on précise les besoins fonctionnels et les besoins non fonctionnels, on produit un cahier de charge du logiciel et un plan de contrôle d'assurance qualité. Donc, dans le cahier de charge du logiciel, c'est là où vous présentez les différentes fonctionnalités que vous avez des utilisateurs. Vous précisez également un plan de contrôle et d'assurance qualité afin de permettre d'évaluer si la fonctionnalité de votre logiciel, afin d'évaluer à chaque étape la qualité de cette fonction-là. Comment est-ce que je vérifie que j'ai effectivement, comment est-ce que je vérifie que le logiciel réalise cette fonction? Donc, le cahier de charge peut inclure une partie destinée aux clients, définition de ce que peuvent attendre les clients, et une partie destinée aux concepteurs. Okay? Donc, c'est ce que je disais, la partie destinée aux concepteurs, vous utilisez logiquement UML pour cela. Okay? Donc, vous pouvez utiliser les diagrammes UML pour spécifier vos besoins en précisant les acteurs, en précisant les cas d'utilisation, et puis vous faites le lien. Ceux de Douala ont déjà fait le cours d'UML avec moi. Ceux de Nanga, je ne sais pas si vous avez déjà fait le cours d'UML. Okay. J'ai pas suivi. Fait UML l'année passée. Ok, d'accord. Donc, le document qui sera envoyé à destination des concepteurs, où vous précisez l'analyse des besoins, vous le faites en utilisant un diagramme de cas d'utilisation. L'analyse du système. Il est ici question d'utiliser une méthode de spécification d'analyse pour modéliser le domaine, modéliser l'existant éventuellement et définir un modèle conceptuel ou spécification conceptuelle et un plan de validation. On produit un dossier d'analyse et un plan de validation. Ici également, il y a des diagrammes qui sont fournis par UML qui vous permettent de préciser les besoins en termes de système. Okay? C'est là où vous modélisez le domaine. Il y a les diagrammes j'ai oublié certains noms, où on précise les différents les diagrammes de composants, où on précise les différents éléments du système qui interviennent dans le... Il s'oubliait le nom de ce diagramme-là. Le diagramme qui vous permet de modéliser les systèmes, les composants du système. Les diagrammes UML que vous pouvez utiliser, il y a les diagrammes de déploiement, les diagrammes de composants. Okay? Il y a les diagrammes de composants que vous pouvez utiliser pour représenter cette phase-là. Okay? Donc, vous précisez l'existant ainsi qu'un plan de validation qui permet de vérifier que les besoins en termes système sont réunis. Dans la phase de conception, après la phase d'analyse des besoins, vous faites la phase de conception. La phase de conception répond à la question comment réaliser le logiciel défini par le cahier de charges du logiciel. Il est question de proposer une solution au problème spécifié dans cette analyse. Cette solution consistera à définir l'architecture du logiciel. C'est là où vous dites, vous définissez l'architecture du logiciel s'il s'agit d'un logiciel 1 tiers, 2 tiers ou 3 tiers. Préciser l'architecture du logiciel, s'il est orienté serveur ou bien s'il va s'exécuter sur une seule machine. La décomposition en modules avec spécification des interfaces de chacun des modules. Donc, si c'est un logiciel à plusieurs
qui contient plusieurs niveaux. Peut-être vous avez une BD qui se trouve dans une autre machine et vous avez le serveur dans une autre machine et vous avez l'application se trouve peut-être dans une autre machine. Ça, c'est une architecture 3 tiers. Vous devez définir quelles sont les interfaces de communication entre ces différents modules-là. Donc, faire une description détaillée des modules et des algorithmes essentiels de chacune des procédures des modules. Okay? Vous pouvez faire cette description détaillée en utilisant les diagrammes de classe ou les diagrammes de séquence, ainsi que les diagrammes d'état, transition. Sinon, diagramme de classe et diagramme de séquence, diagramme d'activité sont les 3 diagrammes suffisants pour faire cela. Okay? Donc, pour présenter une description détaillée des modules. Définir une structuration des données. Pour ça, le diagramme de classe permet de faire cela. Donc, à la fin de cette étape, on produit un dossier de conception plus un plan de test global et par module. Donc, si vous remarquez bien, après chaque phase, on essaie de fournir un document qui permet d'expliquer comment est-ce qu'on peut faire la vérification, comment est-ce qu'on peut s'assurer que comment est-ce qu'on réalise la vérification de ce dossier, de cette phase-là. Ensuite, la phase d'implémentation, c'est une phase qui concerne beaucoup plus les programmeurs. Donc, c'est la programmation à ce niveau-là. Toutes les précédentes étapes peuvent facilement être réalisées par une personne qui fait dans le système d'information. Si vous faites dans le système d'information, vous pouvez faire votre conception uniquement. Et la phase d'implémentation, donc lorsque vous fournissez tous ces diagrammes, toutes ces phases d'analyse à un programmeur, il peut donc coder simplement votre application. Okay? Le choix du langage, en fait, va dépendre de la méthode qui a été choisie. Donc, si vous faites une conception orientée objet, par exemple, durant la phase de conception, si vous utilisez UML qui facilite en fait la conception orientée objet, alors vous allez forcément, lors de l'implémentation, utiliser un langage orienté objet. Okay. Donc, chacun des modules définit la phase de conception. Le résultat de cette phase est le code de chacun des modules. On produit un dossier de programmation. En fait, le dossier de programmation n'est autre chose que votre documentation. Donc, lorsqu'on code, on fournit une documentation. Mais bon, ce qui est bien, c'est que avec l'évolution des technologies aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de finir votre code avant de commencer à écrire la documentation. Donc, au fur et à mesure que vous écrivez votre code, vous pouvez simplement, dans les en-têtes de votre code, préciser une ou bien 2 lignes de commentaires. Donc, si vous souhaitez écrire une fonction qui génère peut-être un nombre aléatoire et puis qui vérifie si ce nombre aléatoire est un nombre pair ou bien pair, vous écrivez juste dans le début de votre fonction. Cette fonction permet de vérifier si un nombre aléatoire donné est pair ou impair. Lorsque vous allez finir de coder, vous allez juste exécuter une commande et toute une documentation sera générée pour vous. Donc, vous n'avez plus besoin de coder par vous, en fait, de rédiger une documentation à la fin de votre code. Je vais te présenter cet exemple. Okay, voilà. OK, par exemple, si vous voyez
la documentation de ce logiciel-là, en fait, c'est un framework qui permet de créer des algorithmes liés à l'intelligence artificielle. Donc, cette documentation, en fait, on ne s'assoit pas pour rédiger, peut-être écrire du code HTML qui permet de faire cela, ainsi de suite. Parce que ça reviendra un peu plus pénible. Donc, ce qui se passe, c'est vous vous contentez d'écrire votre code source, c'est-à-dire que vous écrivez votre code source simplement, c'est-à-dire que vous créez vos classes, vous définissez vos fonctions, mais avant d'écrire peut-être peut-être cette fonction, vous pouvez dire cette fonction return, okay, ça retourne telle valeur, et puis vous faites un petit commentaire, comme un commentaire de code, tel qu'on vous a appris dans le langage de programmation. Donc, en Python, on utilise ces trois codes pour faire un commentaire. Si vous êtes en Java, vous allez utiliser /étoile, OK, pour faire un commentaire à plusieurs lignes. Donc, une fois que le programmeur fait des commentaires sur son code comme ça, à la fin, il va juste utiliser une commande qui permet de générer toute une documentation. Donc, ça, c'est en fait la documentation de ce code. Ça permet plus tard à la personne de revenir et de lire simplement la documentation. Là, okay? Par exemple, ici, vous avez l'outil qui a été utilisé pour générer la documentation de ce framework-là, c'est Things. OK? Donc, vous pouvez chercher ça. Donc, ça, c'est si vous êtes sur Python, mais je crois sur Java, Java également, avec Java, vous pouvez générer votre Java doc. OK. J'ai dû refaire mon système, j'ai oublié d'ajouter. OK, j'ai oublié d'ajouter Java dans les lignes de commande. Donc, avec Java doc, vous pouvez également générer votre documentation, OK? Et la documentation générée avec Java va en fait ressembler à quelque chose comme ça. Okay? Donc, en invite de commande, lorsque vous écrivez votre code Java, vous faites des commentaires et à la fin, en exécutant la commande Javadoc, vous pouvez générer complètement une documentation Java. Donc, si vous êtes sur Python, vous utilisez ce générateur. Java donne son propre outil qui permet de générer la documentation. Si vous êtes sur Eclipse, vous pouvez générer la documentation de votre logiciel en allant sur projet et puis générer Javadoc. Quand vous finissez de générer votre Javadoc, voilà à quoi est-ce que votre documentation Java va ressembler. Donc, du coup, les choses ont évolué. La documentation de votre code ne va plus se présenter comme un document Word, comme ce qu'on avait l'habitude de faire dans les années précédentes. C'est-à-dire que la documentation de votre code était présentée sous forme de document Word. Il est pénible avec une telle structure de naviguer. Okay? C'est-à-dire que si je présente sous forme Word, c'est difficile, par exemple, de cliquer. Je vois que c'est un objet, je ne connais pas quel est le type de cette classe. En fait, je ne connais pas comment cette classe a été définie. Avec une version web, vous pouvez naviguer sur votre documentation et connaître en quelque sorte les détails, la description, quel est le type de valeur d'entrée, ainsi de suite. Donc, je ne sais pas si dans le logiciel que vous avez réalisé, vous avez pris le soin de mettre les commentaires. Donc, si vous avez réalisé votre logiciel en utilisant Javadoc, en utilisant Java plutôt, rassurez-vous d'avoir fait les commentaires au début de chaque fonction de cette manière. Donc, vous mettez /étoile. C'est ça. En fait, lorsqu'un commentaire est
créé de cette façon, il sera utilisé dans la documentation. Donc, si le logiciel que vous avez écrit ne contient pas les commentaires, c'est le moment de partir et d'ajouter les commentaires dans ce logiciel. Parce que c'est un document que vous devez fournir à la fin de la création. Et puisque je vais considérer cela comme étant un projet, comme étant la note du projet, donc assurez-vous de faire cela. Donc, en Java, en Java, c'est /étoile. Si votre code est en Python, vous utilisez 3 codes. Si vous avez codé en Dart, pour ceux qui ont fait l'application mobile, vous devez utiliser 3/. OK? Donc, si vous êtes en Dart, c'est plutôt... si vous êtes en Dart, c'est 3/. OK, donc il y a l'outil Dart. C'est une commande qui permet de générer la documentation de votre code Dart. Okay. Donc, si j'entre dans mon application et je dis Dart. Alors il va me générer plein de code HTML qu'on peut retrouver dans le dossier doc/API. Okay. Je n'ai pas d'exemple de Dart ici. OK, juste un exemple de checkout expected documentation Dart. OK, ça sont les détails du... OK, si vous êtes en Dart, on dit the following apply comment. On dit don't want included. OK, si vous ne voulez pas que ça soit inclus dans la documentation, vous utilisez 2/ là. Et don't use block comment for documentation. De suite, il est déconseillé d'utiliser ça. You can use block comment code, but the comment should be this. OK, donc c'est ce que je disais là. Si vous souhaitez des commentaires qui ne seront pas inclus dans la documentation, vous utilisez 2/. Si vous voulez si vous voulez que votre commentaire soit ajouté dans la documentation, vous utilisez 3/. Okay. Donc, j'ai présenté pour 3 langages. Pour Dart, c'est 3/. Pour Python, c'est 3 quotes. Et puis, pour Java, c'est /étoile. Okay. Donc, on revient dans notre cours. Si vous avez utilisé un langage différent de ces 3 langages, essayez de chercher comment est-ce qu'on précise la documentation dans le code. Une fois que vous avez précisé la documentation dans le code, le dossier de programmation est automatiquement généré. Et l'approche utilisée aujourd'hui, c'est beaucoup plus du code HTML. Donc, après la phase d'implémentation, vous avez la documentation de votre code qui accompagne votre code source. Vous pouvez donc passer à la phase de test. Cette phase de test peut être réalisée sur les modules, sur chaque module, ensuite sur le logiciel, et puis durant la phase d'implémentation, c'est-à-dire que durant la phase où vous avez développé en interne, également durant la phase de déploiement, lorsque votre logiciel est déployé chez le client. Donc, le test d'un logiciel va se faire en plusieurs étapes. Le test unitaire consiste à tester chaque module. Donc, si vous avez découpé votre logiciel en plusieurs modules, le test unitaire va porter sur les modules.
Après avoir testé chaque module, si chaque module est fonctionnel, vous devez faire un test qui prend en compte 2 ou 3 modules. On parle de test d'intégration. Lorsque vous décidez de tester plusieurs modules, on parle de test d'intégration. Une fois que tous les modules ont été assemblés, vous allez faire un test sur l'ensemble du logiciel. C'est un test qui se fait par les développeurs en interne. On dit que c'est sur le test alpha. Donc, le test qui est fait par les développeurs en interne, par la boîte, on parle de test alpha. Lorsque le test alpha est réalisé, vous allez déployer votre application chez le client. Et le client va peut-être prendre quelques semaines, quelques jours pour tester votre application. On parle de test bêta. Donc, test unitaire porte sur les modules. Test d'intégration, c'est lorsque vous faites, vous intégrez progressivement le module. Après avoir obtenu votre système, en interne, vous faites un test alpha. Et chez le client, vous allez faire un test bêta. Le test bêta est réalisé par certains utilisateurs, les utilisateurs concernés. Okay? Donc, vous pouvez sélectionner quelques utilisateurs de l'entreprise qui vont faire le test bêta. Après avoir passé le test bêta, votre application peut donc peut être utilisée, effectivement. Donc, vient ensuite la phase de maintenance. Une fois que votre logiciel est opérationnel, vous passez à la phase de maintenance. C'est une phase qui consiste à faire la maintenance corrective, une maintenance adaptive et puis une maintenance perfective. Les 2 phases, qui sont les phases adaptives et les phases perfectives, sont en fait des maintenances évolutives. Elles interviennent lorsque le client, par exemple, le client veut ajouter une fonctionnalité. Alors, là, vous faites une maintenance évolutive. Il a peut-être une fonctionnalité et il souhaite améliorer cette fonctionnalité. En fait, le logiciel est fonctionnel, il n'y a pas de souci, mais il souhaite améliorer, par exemple, une fonctionnalité. On dit que c'est une maintenance évolutive parce que cela consiste à faire évoluer votre application, à prendre en compte, par exemple, les nouveaux besoins. Okay? Pendant que, en fait, la maintenance collective, par contre, c'est pour corriger les bugs. Donc, c'est-à-dire que votre code a planté, votre application a planté, il ne marche pas. Vous faites une maintenance corrective. Ça, c'est pour corriger les erreurs. Il n'y a pas d'évolution dans ce cas. Donc, la maintenance corrective, c'est pour corriger les erreurs. La maintenance adaptive, c'est pour adapter le logiciel à un environnement, peut-être une certaine mise à jour. C'est effectué dans l'ensemble du système, ou bien on a changé le matériel, vous faites une maintenance adaptive. La maintenance perfective qui s'occupe d'étendre le logiciel pour y inclure de nouvelles possibilités. Donc, lorsqu'on va ajouter de nouvelles fonctionnalités, on parle de maintenance perfective. Certaines activités comme la documentation et la vérification se font tout au long du cycle de vie de logiciel. Donc, chaque fois que vous allez faire votre maintenance, vous devez également documenter cela. La documentation est aisée lorsque vous utilisez ces systèmes que je viens de vous présenter là. Donc, prenez toujours le soin de commenter votre code de telle sorte qu'à la fin, vous n'avez pas besoin de réécrire une nouvelle documentation complète. C'est plus facile. OK, je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a en fait combien de personnes connectées? Il est nécessaire de structurer les étapes de ce cycle de vie du logiciel, de telle sorte qu'on ait des retours des utilisateurs afin de progressivement développer une application qui répond aux attentes de l'utilisateur. Okay. Donc, le retour utilisateur en anglais, qu'on appelle le feedback de l'utilisateur, est très important et il ne doit pas intervenir tard dans le développement.
à savoir après le codage. Parce que si vous le faites intervenir à la phase de test bêta, alors si une des fonctionnalités ne répond pas à son attente, c'est comme si vous aurez fait toutes les autres phases-là inutilement. Okay? Donc, pour remédier à cet inconvénient, on peut faire du prototypage. Okay? C'est une approche qui consiste à développer rapidement une version légère de votre application. Donc, c'est en fait un prototype. Vous développez un prototype très rapidement là et les utilisateurs vont tester ce prototype. Si ce prototype répond à leurs attentes, alors vous pouvez approfondir le développement. Mais même cette méthode de développement a un inconvénient, c'est que le temps que vous passez sur le prototype est du temps qui peut être considéré comme inutile si à la fin, le prototype ne répond pas aux attentes des utilisateurs. Et en plus de cela, il y a des applications très complexes dont le prototype peut prendre plus de la moitié du développement même du logiciel en question. Et donc, il y a des situations où le prototype est tout aussi complexe que le logiciel lui-même. Du coup, vous n'allez pas commencer à développer un prototype qui va vous prendre assez de temps et après, avant de développer l'application en question. Donc, cette méthode-là, elle est peut-être adaptée pour des logiciels moins complexes. Okay? Donc, il y a d'autres modèles de développement, c'est-à-dire qu'il y a d'autres techniques qui vous permettent de régler ce problème-là. Okay? Le problème en question, c'est le manque de feedback lors du développement du logiciel. Yeah. Donc, pour régler ce problème, on distingue les modèles en cascade, les modèles en V, le modèle en spirale et le modèle incrémental. Nous allons voir en quoi est-ce que ces modèles consistent. Okay. Mais en fait, du coup, les modèles les plus, plus en vogue aujourd'hui qu'on utilise, c'est le modèle en V ou bien le modèle incrémental. Okay. Ce sont ces deux modèles-là. Donc, nous présentons le modèle en cascade. Dans ce modèle, il y a des possibilités de retour en arrière entre les phases. Lorsqu'un problème est détecté pendant une phase N, seule la phase N-1 est remise en cause. En fait, il s'agit de l'approche standard. Okay? Si durant le test bêta, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, on cherche à corriger l'étape N-1. Et s'il y a une erreur dans l'étape N, s'il y a quelque chose qui n'a pas marché dans l'étape N-1, on vérifie l'étape N-2, ainsi de suite. C'est ce qu'on remonte et on fait des modifications. Donc, c'est le modèle en cascade. Vous avez fait votre analyse, votre pré-analyse. Vous avez fait votre analyse des besoins, vous avez fait l'analyse du système, vous avez fait la conception, vous avez fait la phase d'implémentation, vous avez fait la phase de test, vous avez fait votre phase la phase de test qui implique ces installations et puis tout ça. Lorsqu'il y a, par exemple, une erreur qui survient à cette étape-là, vous remontez juste à l'étape précédente. Donc, chaque étape se termine à une date précise par la production de certains livrables, les documents logiciels. Okay. On a listé plusieurs documents à fournir là. Les résultats d'une phase sont soumis à une revue approfondie et ne passent à la phase suivante que s'ils sont jugés satisfaisants. Donc, en fait, puisque dans chaque phase, vous avez en fait votre document de validation qui permet de valider que cette phase a été réalisée. Donc, si cette phase est jugée satisfaisante, alors vous allez passer à la phase
suivant. Donc, l'inconvénient majeur de ce modèle est que la vérification du bon fonctionnement du système est réalisée trop tard, okay, lors de la phase d'intégration. Donc, comme je le disais, ça fait de l'approche par défaut où vous avez les étapes les unes après les autres. Ici également, si on attend la phase d'intégration, la phase de test, le test bêta, pour prendre en compte le feedback des utilisateurs, alors le problème n'est pas vraiment réglé puisque le feedback vient bien plus tard après le développement. Donc, le feedback peut également venir durant la mise en production. Du coup, vous allez remonter toute la chaîne pour faire une modification. Donc, cette approche-là n'est pas conseillée. Le modèle en cascade n'est pas approprié. L'autre modèle, c'est le modèle en V. C'est le modèle des cycles de vie le plus connu et certainement le plus utilisé. Okay? Donc, le modèle en V, c'est l'un des modèles les plus utilisés parce qu'il y a le modèle incrémental qui est également utilisé. Nous allons plus tard voir quels sont les différents approches de développement à l'intérieur de ces modèles-là. Okay? Donc, nous allons à la méthode agile, la méthode Scrum, et ainsi de suite. Donc, à l'intérieur de ces modèles-là, quelles sont les approches qui sont utilisées? Nous allons voir ça plus tard. Donc, c'est un modèle en cascade dans lequel le développement des tests et du logiciel sont effectués de manière synchrone. Okay? En d'autres termes, vous faites le développement et ensuite vous testez. Donc, le test et le développement s'effectuent de manière synchrone. Lorsqu'on réalise une étape, on essaie de tester, on réalise une étape, on teste, ainsi de suite. Donc, le V est parcouru de gauche à droite en suivant la forme de la lettre. Les activités de construction précèdent les activités de validation et de vérification. Donc, puisque vous avez établi les règles de validation, de vérification également, lorsqu'une étape est réalisée, lorsque l'activité est achevée, vous faites la vérification de votre étape. Donc, son principe est que toute description d'un composant est accompagnée de tests correspondants. Ceci permet ainsi d'éviter un malaise bien connu dans la spécification du logiciel. Énoncer une propriété qu'il est impossible de vérifier objectivement après la réalisation. Dans d'autres termes, vous avez, en faisant cela, vous évitez en fait d'énoncer une propriété que vous-même vous ne pouvez pas vérifier à la fin du logiciel. Donc, voici un exemple de modèle en V. Okay. Donc, on part de gauche à droite, on part de gauche à droite. Lorsque vous faites l'analyse des besoins et l'analyse du système, vous devez faire un test d'acceptation, c'est-à-dire qu'il faut valider ces besoins-là, soit chez les utilisateurs. Est-ce que nous avons bien précisé les besoins? Okay. Besoins fonctionnels et besoins non fonctionnels. Vous devez faire valider votre cahier de charge par les utilisateurs. Okay. Donc, vous n'attendez pas à la fin vous n'attendez pas le test d'intégration pour faire valider votre analyse des besoins. Donc, après avoir fait le test d'acceptance de votre analyse des besoins, vous allez faire l'analyse. Vous allez faire la phase de conception, okay, où vous faites la spécification architecturale, où vous définissez vos différentes classes, ainsi de suite. Après avoir défini cela, vous faites un test d'intégration. Okay. Là, c'est au niveau il y a des logiciels qui vous permettent de faire du test d'intégration à partir de votre conception, okay, uniquement lorsque vous avez défini vos différents modules. Et que les interfaces ont été clairement définies, le logiciel peut vous permettre de faire le test d'intégration sur ces modules-là.
Certains de ces logiciels seront sûrement peut-être présentés dans le cadre du cours d'AGL et ils sont payants. À la fin du cours, je vais essayer de vous lister certains de ces logiciels-là. Comme ça, si vous pouvez obtenir la version, une version d'évaluation. Lorsque vous avez fait votre... Oui, un instant, je finis un peu ce modèle en vue là. Quand vous finissez votre conception, vous pouvez faire des tests unitaires, c'est-à-dire que les tests unitaires réalisés sur chaque module. Okay. Chaque module. Donc, les premières phases permettent de décomposer l'ensemble du projet pour simplifier la phase de codage. Les phases suivantes recomposent l'ensemble du logiciel en le testant du détail vers l'ensemble. Ce modèle souffre cependant toujours du problème de la vérification trop tardive du bon fonctionnement du système. Ça veut dire que, en fait, on réussit à vérifier chaque étape du système, mais à la vérification finale, en fait, c'est-à-dire que la vérification d'intégration, la phase bêta est toujours réalisée à la fin. Okay. Donc, pratiquement, mais le problème est un peu allégé, okay, puisque si vous avez fait de la validation des tests d'acceptance, des tests d'intégration, précisément, il est fort probable que les problèmes sont résolus sûrement dans la phase d'analyse, parce que vous avez fait votre test d'acceptance auprès des clients. Donc, de toutes les façons, c'est la méthode la plus utilisée. On ne commence pas à coder tant que le client n'a pas approuvé votre cahier de charge et votre cahier de conception, où vous donnez la description détaillée du langage de programmation que vous souhaitez utiliser. Vous donnez une description détaillée des contraintes. Peut-être si vous êtes en Java, vous dites, OK, voici les contraintes du système, voici les contraintes du langage. Si vous êtes en Python, et ainsi de suite. Okay? Donc, tout ceci doit être accepté et validé par les clients, par des tests avant de commencer le codage. Ça vous permet donc d'éviter d'avoir un feedback trop tardif. C'est vrai qu'à la fin, le logiciel sera testé bien tardivement. On verra sûrement le modèle incrémental qui permet de résoudre un autre aspect de ce problème-là. OK, vous pouvez poser vos questions. Dans le troisième modèle, qui est également un modèle le plus utilisé, c'est le modèle incrémental. Dans les modèles précédents, un logiciel est décomposé en composants, développés séparément et intégrés à la fin du processus. Okay. Donc, toujours conseillé de décomposer votre logiciel en plusieurs modules. Dans le modèle par incrément, un seul ensemble de composants est développé à la fois. Donc, en termes simples, ça veut dire que chaque module va passer par son cycle de vie. Okay? Chaque module va passer par son cycle de vie. Des incréments viennent s'intégrer à un noyau du logiciel développé au préalable. Chaque incrément est développé selon l'un des modèles précédents. C'est-à-dire que vous allez choisir un modèle, soit un modèle en V ou bien un modèle cascade. Et chaque module va être développé suivant ce module-là. Okay? Mais vous vous concentrez sur un module à la fois. Ce qui fait que au départ, vous avez en quelque sorte le module 1 qui va être considéré comme le noyau. Vous vous rassurez que ce module 1 fonctionne, il est accepté. En fait, il fait tout ce dont il est censé faire. Il passe par tous les tests. Et c'est ce module-là que vous faites valider et puis vous passez par... c'est-à-dire que vous lui faites passer un texte bêta et il est accepté par votre client. Le prochain module que vous allez réaliser va venir se greffer sur ce module existant. Okay? Et ensuite, vous faites donc un test sur ces deux modules-là. Donc, c'est en fait le modèle incrémental où on délivre les modules
les uns après les autres. Okay. Donc, chaque incrément est développé selon l'un des modèles précédents. Par exemple, si vous êtes en train de développer un système de gestion académique, vous savez que vous avez un module étudiant, vous savez que vous avez un module caisse, vous avez peut-être un module gestion des cours, il y a quoi également? Un module gestion d'emploi du temps. Vous n'allez pas attendre que tous ces modules soient développés avant de délivrer votre logiciel. Ce que vous faites, vous dites, tiens, j'ai besoin d'un module, en fait, le module gestion d'étudiants, module étudiant. Je développe ce module-là, okay, je le considère comme étant le noyau de ce module, et je le fais, il passe par tous les tests. Est-ce que les fonctionnalités sont définies? L'étudiant doit s'inscrire, il doit avoir, voici les informations que vous souhaitez avoir sur l'étudiant. Okay. Ces informations sont disponibles. Ensuite, j'ai besoin d'un module qui va permettre de gérer la caisse et puis tous les éléments y afférents. Puisque le module étudiant existe déjà, je vais donc développer ce module caisse et je viens le greffer sur le module existant. Et progressivement, votre application va devenir une application de gestion des activités scolaires. Donc, c'est le modèle incrémental. Le produit est donc livré en plusieurs fois, de manière incrémentale, c'est-à-dire en le complétant au fur et à mesure, donc le compte au fur et à mesure. Les premiers incréments peuvent être des maquettes jetables s'il s'agit juste de comprendre les besoins des utilisateurs. Okay. Ça veut dire, en d'autres termes, que si vous voulez développer le module étudiant, vous vous rendez compte que l'étudiant a besoin d'informations qui proviennent, par exemple, d'autres modules. Or, ces modules ne sont pas toujours disponibles. Okay? Donc, ce que vous allez faire, vous allez juste définir un jeu d'essai à l'intérieur de votre module, considérant que, OK, ces données sont là. Par exemple, lorsque je vais afficher, si la secrétaire souhaite afficher la fiche d'un étudiant, et sur cette fiche, il faut que j'ai le montant, okay, de l'étudiant, le montant qu'il a payé, la liste des cours qui s'est inscrit et les montants qu'il doit. Ces informations, en fait, sont envoyées par le module gestion de caisse. Or, votre module gestion de caisse n'existe pas encore. Donc, ce que cette approche recommande, c'est que vous devez livrer votre module qui gère les étudiants, mais il y a en fait ces informations qui ne sont pas disponibles. Donc, vous pouvez, à l'intérieur, là, créer un jeu d'essai, vous pouvez créer une maquette un jeu d'essai qui permet de produire ces données-là, juste pour des questions de test. Et plus tard, lorsque votre module gestion de caisse viendra se greffer sur votre module précédent, vous pouvez donc vous débarrasser de ce jeu d'essai. Okay? Vous pouvez avoir des maquettes ou des prototypes réutilisables pour passer au prochain incrément en les complétant et en optimisant leur implantation. Okay. Donc, le plus souvent, vous pouvez avoir un générateur de jeu d'essai. Okay. Un exemple très simple, c'est je sais que lorsqu'on me donne l'identifiant de l'étudiant, je dois envoyer, par exemple, sa situation financière dans l'établissement. Or, cette situation financière me vient du module de gestion des caisses. Mais je souhaite quand même livrer ce modèle étudiant. Ce que je vais faire, c'est je crée un générateur qui va prendre en paramètre l'ID de l'étudiant et qui me renvoie cette situation financière. Vous voyez qu'avec ce générateur, mon module étudiant va fonctionner normalement. Et lorsque j'aurai développé, donc le générateur, c'est juste une fonction, si vous souhaitez, c'est une fonction qui va générer de façon aléatoire les nombres nécessaires. Okay. Lorsque je vais développer mon module
de caisse, je vais simplement retirer, en fait, c'est-à-dire que je viens, j'enlève cette fonction générateur et j'appelle plutôt la fonction qui, a été, qui est fournie par votre interface, par votre module gestion de caisse. OK? Donc, bref, c'est quelque chose de très facile à réaliser en utilisant des générateurs pour faire votre jeu d'essai. Donc, les avantages de ce type de modèle sont les suivants. Chaque développement est moins complexe. Okay? Puisque vous vous concentrez sur un module, ça devient moins complexe. Les intégrations sont progressives, c'est-à-dire que vous avez réglé tous les bugs, toutes les erreurs, du moins, qui existent dans un module. Vous vous êtes rassuré que les fonctionnalités fournies par ce module sont les fonctionnalités attendues. Donc, l'intégration est progressive. Il est ainsi possible de livrer et de mettre en service chaque incrément. Okay? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un module peut déjà commencer à être utilisé pendant que vous êtes en train de faire du développement. Si on prend notre exemple de gestion scolaire, si vous avez livré la gestion d'étudiants, ça veut dire que la secrétaire peut déjà commencer à faire entrer les étudiants, c'est-à-dire à recevoir des fiches d'inscription. C'est-à-dire que les étudiants peuvent déposer leur fiche d'inscription et faire la saisie puisque la gestion de l'étudiant consiste à sauvegarder ces informations. Okay? Et donc, pour le moment, la gestion de la caisse sera fournie par un générateur. Maintenant, avec l'ID qui provient, avec le matricule de l'étudiant qui est fourni par le module gestion des étudiants, la caisse peut donc faire son traitement. Donc, on peut en fait fournir le logiciel de façon incrémentale. Vous allez adopter cette approche lorsque vous êtes peut-être tenu par le temps. Si vous êtes tenu par le temps, c'est-à-dire que la personne, supposons que la rentrée est en septembre, et la personne vous dit déjà que, OK, nous voulons déployer l'application dès septembre, dès la rentrée. Puis vous êtes déjà dans les mois de juin, juillet, tout ça, et vous avez juste 2 mois, par exemple, pour développer votre application. Le plus urgent à ce moment-là, c'est de fournir rapidement un module qui permet de recueillir les infos des étudiants. Ce qui fait que quand les étudiants viendront s'inscrire, on peut déjà commencer à saisir les informations dans l'application. Et plus tard, quand les cours vont démarrer en octobre, vous fournissez le module de gestion des cours. Le modèle de cycle de vie en spirale. Je crois que... OK, la remise en cause des incréments précédents ou pire du noyau, l'impossibilité d'intégrer de nouveaux incréments. Ça, ce sont les risques et les problèmes qui peuvent survenir dans ce modèle. Il survient si vous avez en quelque sorte échoué dans la conception du noyau. Donc, si vous avez échoué dans la conception du noyau, ce qui fait que tout nouveau module a cette difficulté-là d'intégrer l'existant. Donc, vous devez très bien, vous devez fournir une interface assez intelligente dans chaque module pour faciliter l'intégration de nouveaux modules. Bon, si le noyau peut-être a été mal conçu, vous êtes obligé de repartir, échanger à partir du noyau et recommencer votre modèle, votre intégration étape par étape. Donc ça, c'est juste les deux risques qui peuvent survenir dans cette approche-là. OK, c'est le dernier modèle. Et après cela, nous allons nous arrêter. Je vais prendre quelques questions et puis nous allons nous arrêter à ce modèle-là. Modèle de cycle de vie en spirale.
il met l'accent sur l'activité d'analyse des risques. Chaque cycle de la spirale se déroule en 4 phases. Détermination à partir des résultats des cycles précédents ou l'analyse préliminaire des besoins, les objectifs du cycle, les alternatives pour les atteindre et les contraintes. Analyse des risques, évaluation des alternatives, éventuellement maquettage, fait le développement et vérification de la solution retenue. Un modèle classique cascade en V peut être utilisé en revue des résultats et vérification du cycle suivant. Okay, l'analyse préliminaire est affinée au cours des premiers cycles. Le modèle utilise des maquettes pour guider la phase de conception du cycle suivant. Le dernier cycle se termine par un processus de développement classique. Ça, c'est un modèle assez... OK. Monsieur, où est-ce qu'on commence même ce modèle? Justement, il a l'air un peu plus complexe là. Je ne l'ai jamais utilisé. Donc, OK. Chaque cycle de la spirale se déroule en 4 phases. OK, je suppose que c'est ici que vous faites au début de la spirale jusqu'à la phase d'intégration à ce niveau-là. L'étude préliminaire se passe à ce niveau et puis je crois que je n'ai pas trop d'infos à dire sur ce modèle. De toutes les façons, il ne serait pas conseillé de l'utiliser. Je ne sais pas dans quel contexte est-ce que ce modèle en cycle spiral peut être utilisé. Mais bref, bon, tel que présenté ici, il est question d'avoir, pour chaque cycle, lorsque vous faites tout un cycle complet, vous devez déterminer les objectifs du prochain module en se basant sur le module précédent. Okay? Donc, détermination à partir des résultats des cycles précédents ou de l'analyse précédente. Bien sûr qu'à l'étape 0, vous allez simplement préciser votre analyse, votre phase de pré-analyse. Okay? Et pour après avoir déterminé les objectifs de votre phase, identification et résolution. Vous faites la vérification de cette phase et puis vous reportez planification des phases suivantes. Okay. Et puis vous déterminez les objectifs de cette phase suivante. Vous réalisez cette phase et puis vous passez à la phase suivante. Je crois que c'est en gros la définition de ce modèle-là. Okay. Donc, chaque phase va être composée de 4 étapes qui sont représentées là en vert, rouge et puis jaune. OK. Je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne sais pas trop quoi est-ce qu'il est utile. Vous pouvez lire davantage là-dessus. Je vous ai juste dit, dans la vraie vie, c'est le modèle incrémental et puis le modèle en V qui est utilisé. Donc, c'est pourquoi j'ai pris beaucoup plus de temps là-dessus. Okay. La méthode en cascade, c'est en fait l'approche par défaut et il est déconseillé de l'utiliser. Donc, si vous avez des questions, vous les posez. Vous allez essayer de répondre. Sinon, j'ai enregistré
le cours et je vais le mettre sur YouTube.